Je peux pas enlever mon micro, moi. Ah bon? Ah bah c'est pas grave alors, on Je t'entend peux pas. pas parler. Ok. Faites-moi Ok, confiance. ça marche. Ou sinon, moi je pense que je peux enlever le micro. Ah, ça y est, c'est bon. C'est ok? Ok, bonjour tout le monde. Est-ce que vous m'entendez tous? Vous pouvez mettre un petit message dans le chat. Ok, super. Eh bien, je suis ravie de vous accueillir pour ce nouvel événement de l'incubateur Paris Dauphine en collaboration avec Change Now, le plus grand sommet de l'entrepreneuriat à impact. C'est un peu le Vivatech de l'entrepreneuriat à impact, si certains connaissent. Le thème de l'événement ce soir, c'est le sens exclut-il le profit? On est vraiment ravis de vous avoir tous. Pour tous ceux qui ne connaissent pas cette plateforme, je vais vous expliquer rapidement comment ça fonctionne. Donc l'idée, c'est que pendant tout le long de cet événement, vous allez pouvoir intervenir, poser des questions. Donc pour ça, vous avez une petite partie questions juste en dessous le chat. Est-ce que vous le voyez tous? Je vais mettre une petite question test pour que vous voyez. Et en fait, c'est ici que vous allez pouvoir poser toutes vos questions et on va pouvoir les retrouver et on va pouvoir les poser pendant tout le long. Et sinon, on gardera aussi 15-20 minutes à la fin pour prendre les questions qu'on n'a pas pu poser pendant tout le long. Donc, je reviens là-dessus. Donc voilà, je vais vous présenter rapidement qu'est-ce que c'est l'incubateur Paris Dauphine. Ensuite, Claire va vous présenter Change Now Summit et les intervenants. Et ensuite, on passera à la table ronde. Et ensuite, on passera par un petit networking pour que vous puissiez vous aussi vous rencontrer. Donc, j'ai été un petit peu vite, je pense. Du coup, j'ai déjà dit tout le programme. Et juste avant ça, je vais me présenter aussi rapidement pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, je suis Julie Leroy et je suis responsable des programmes étudiants à l'incubateur Paris Dauphine. Donc, on organise plein d'événements pendant tout le long de cette année pour vous sensibiliser à l'entrepreneuriat et vous donner les clés pour vous aussi vous lancer. Donc, nos missions à l'incubateur Paris Dauphine, c'est vraiment en 3 temps. On sensibilise à l'entrepreneuriat donc avec des événements qui sont ouverts à tous, des conférences, des workshops. On accompagne les entrepreneurs et on fédère tout un écosystème parce que l'incubateur Paris Dauphine a la chance d'être au cœur d'un écosystème hyper riche à l'université Paris Dauphine. Donc, on fait plein de collaborations avec des masters, des associations. Les programmes étudiants, donc ceux que je dirige, donc on a trois parties dans le programme étudiant. Le programme Discover, qui est le programme de sensibilisation et qui est ouvert à tous. Et cet événement fait d'ailleurs partie du programme Discover. On a aussi une formation DeFi, une formation en 7 semaines pour vous aider à passer à l'action à partir d'une idée, qui est également ouvert à tous avec une petite sélection sur la motivation, l'engagement. Et on a aussi un programme Destart, qui est le programme d'accompagnement des étudiants entrepreneurs, qui est lui aussi sur sélection. Et on fait notre sélection en mars, après avoir fait le Startup Challenge. Si vous avez des questions sur tous ces programmes, si vous avez une idée, que vous avez envie de m'en parler, n'hésitez surtout pas. Vous pouvez nous contacter par nos réseaux sociaux ou si vous êtes à Dauphine. Bon, en ce moment, c'est peut-être un petit peu compliqué avec la situation, mais en tout cas, quand vous serez à Dauphine, vous pourrez aussi nous voir au bureau P402 et on serait ravis de prendre un café avec vous. Sans plus attendre, je vais laisser parler Claire Pétro, qui est la directrice de la communication de Change Now et qui va vous présenter cet incroyable événement. Merci beaucoup, Julie. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravie de vous accompagner pour animer cette discussion ce soir avec un panel d'intervenants très variés qui va nous permettre de comprendre justement comment est-ce qu'on peut utiliser l'entrepreneuriat pour avoir un impact positif sur le monde. Moi, c'est Claire Pétro. Ça fait 2 ans déjà que j'ai la chance de travailler à Change Now. Je suis aujourd'hui directrice de la communication. Et en fait, quand j'ai rejoint l'équipe il y a 2 ans, j'étais moi aussi à ce moment étudiante et vraiment volontaire et en recherche d'un job qui permette d'associer le sens et l'entrepreneuriat. Change Now, ce qu'on est, on est une start-up. Ça fait 4 ans qu'on existe. Comme tu l'as dit, Julie, on organise chaque année un grand sommet
des innovations pour la planète, mais il faut savoir que tout au long de l'année, on a d'autres activités, typiquement ce qu'on est en train de faire ce soir en partenariat avec vous. On a d'autres casquettes et d'autres manières de mobiliser l'écosystème, mais ce qui est au cœur de l'ADN de Change Now, c'est vraiment ces solutions, ces innovations pour la planète. On les identifie tout au long de l'année via des partenaires, via des appels à candidature ou alors de manière proactive. Ce sont des solutions qui ont un impact positif sur les 17 objectifs du développement durable et qui ont un business model. Et donc, nous, notre mission, c'est autour de ces entrepreneurs, de ces solutions, de ces innovations, de réunir tout un écosystème de ressources qui vont leur permettre de se développer et de passer à l'échelle, notamment à l'international. Donc, si vous avez pu venir sur un événement comme celui qui avait lieu notamment en janvier dernier au Grand Palais, comme le dernier sommet, vous avez pu voir qu'on va réunir un écosystème d'acteurs qui sont des investisseurs. Donc, ce soir, on va pouvoir, par exemple, discuter avec le parti fonds d'investissement avec Joséphine, des entrepreneurs, puisque ce soir, du coup, on aura la chance de pouvoir avoir le retour d'expérience de Thibaut et de Marie, mais aussi des grands groupes, des talents à recruter, comme vous, par exemple, des étudiants, des journalistes, des médias, et des représentants locaux, territoriaux, pour que le temps d'un événement, eh bien, tout le monde puisse se rencontrer et créer des synergies. Donc voilà ce qu'on fait à Change Now. C'est génial qu'on puisse du coup animer cette discussion ce soir en partenariat. C'est d'ailleurs un très bon signal que Dauphine aborde ce sujet-là, parce que c'est vraiment une tendance de fond qu'on voit que les étudiants de plus en plus se posent cette question de l'impact et du sens dans leur carrière, et que de plus en plus on a envie d'entreprendre, mais en ayant un impact conscient, enfin une conscience de notre impact sur les gens, sur le vivant, sur la planète. Donc ce soir, on va pouvoir se poser cette question-là. Comment est-ce qu'on peut utiliser l'entrepreneuriat comme un levier d'action pour avoir du sens? Comment est-ce qu'on intègre des problématiques de rentabilité, de financement? Et pour en parler, eh bien, j'ai la chance d'accueillir donc un top panel de personnes qui sont à différents moments de leur travail, de leur carrière et de leur entreprise. Donc, on va avoir des insights différents. Je vais vous proposer, chers panélistes, de vous présenter rapidement. Est-ce que Thibaut, tu peux commencer par te présenter et présenter Castalis, s'il te plaît? Honneur aux hommes. Eh bien, du coup, non, honneur à l'homme, puisque tu es le seul sur ce panel. Donc, je m'appelle Thibaut Lamarque, j'ai 41 ans. J'étais à Dauphine, j'ai fait un DUG MSG, alors ça a changé de nom aujourd'hui, et un DESS 212 Affaires internationales. Et c'était il y a bien longtemps, parce que je suis sorti en 2004. Voilà, et je suis le entrepreneur. J'ai fondé Castali en 2011, qui est une société qui fabrique des fontaines à eau, des machines qui permettent d'embouteiller l'eau sur les consommation, donc les hôtels, les restaurants et les entreprises. Aujourd'hui, on a 2700 machines partout en France qui permettent à nos clients de se passer de la bouteille en plastique. Notre mission, c'est de mettre fin à la folie des bouteilles en plastique. Merci Thibaut. Marie, tu es aussi entrepreneuse. Est-ce que tu peux te présenter et nous présenter WeDressFair? Avec plaisir. Enchantée, du coup, moi c'est Marie. Donc moi j'ai un parcours un peu particulier. Je suis à la base dans la recherche en cancérologie. Donc j'ai absolument rien à voir avec le monde de l'entrepreneuriat, de l'entreprise et de la mode. Et pourtant, j'ai cofondé WeDressFair avec Antoine en 2018. Et nous, on est parti d'un constat, c'est que aujourd'hui, la plupart des personnes connaissent l'impact de la mode et les conditions de fabrication. Mais par contre, quand on demande des alternatives, très peu connaissent des marques alternatives du coup en mode éthique. Et c'est pas qu'elles n'existent pas, en fait, il y en a plein. Mais c'est juste qu'elles sont beaucoup moins visibles parce qu'elles investissent moins d'argent en communication et marketing. Et du coup, on a cofondé WeDressFair pour mettre en avant ces marques. Première mission. Et deuxième mission, pour faire de la sensibilisation et de la pédagogie autour des nouvelles façons de consommer et de la consommation raisonnée en général dans la mode. Voilà. Merci Marie, c'est très clair. Et puis finalement, Joséphine, est-ce que tu peux te présenter également et présenter Raise? Oui. Alors, je m'appelle Joséphine, j'ai 24 ans et je travaille chez Raise depuis 1 an et demi. Donc Raise, c'est une société qui a été créée il y a 6 ans par Clara Guémard et Gonzague de Binière, qui a aujourd'hui 6 activités, dont 5 activités d'investissement et un fonds de dotation, et qui repose sur un modèle philanthropique
dont le but en fait est de financer l'entrepreneuriat français. Et ça repose sur un système qui fait que les activités d'investissement reversent 50% de leur carry interest à ce fonds de dotation pour lui permettre d'exister. Et après, Raise Impact en particulier, on existe depuis 1 an et demi et on a été créé pour œuvrer à la transformation de l'économie en finançant des projets qui, comme tu l'as dit tout à l'heure, contribuent aux 17 ODD. Et en fait, on a 4 thématiques principales qui sont la transition énergétique, la transition agricole, l'inclusion sociale et l'économie circulaire. Et dans ce cadre, on a la chance d'être investisseur de Castalli notamment. Waouh, superbe. On va se lancer du coup dans cette discussion. Avant ça, je voudrais juste rappeler, comme ça a été fait dans le chat, que vous pouvez poser toutes vos questions pendant nos discussions. Si la question est en lien avec ce qu'on est en train de se dire, j'hésiterai pas à la prendre. Et si elle a plus vocation à être posée à la fin, eh bien, on se garde un petit temps de questions, 15 minutes à la fin. Eh bien, on est parti. J'ai une première question. Marie, j'aimerais bien te la poser. Je voudrais savoir en quoi est-ce que ça consiste aujourd'hui, ton job au sein de We Dress Fair. En fait, nous, on est une petite structure déjà. Donc, on est créé depuis 2018. Donc, du coup, on est spécifiquement en B2C. Donc, sur le panel de marques aujourd'hui, et de projets, je crois qu'on est les seuls en B2C. Donc, c'est un peu particulier quand même, le B2C. Et moi, je suis plutôt spécialisée, donc je suis un scientifique à la base. Du coup, j'ai toute la partie expertise métier. Donc, c'est avec moi et d'autres, et je suis pas la seule à avoir fait ça, mais qui rédigeait en fait les critères de sélection des marques, puisque notre premier défi a été de savoir valider ou invalider ce que pour nous était la définition d'une marque engagée, d'une marque éthique dans la mode. Donc cette partie-là aujourd'hui elle est plutôt actée et du coup j'ai tout le côté recherche des nouvelles innovations textiles, etc. pour savoir si ça rentre ou pas dans nos critères de sélection. Et après moi j'ai beaucoup la partie relations publiques, donc c'est ce que je fais aujourd'hui. Et puis c'est ce que je fais aussi dans toute la communication externe. Donc on a toute une partie média sur notre site, sur laquelle on a beaucoup de contenu pour essayer de poser les grosses problématiques de l'industrie de la mode et essayer de répondre en fait à ces questionnements et proposer toujours des solutions. Et du coup, toute la partie sensibilisation sur nos réseaux sociaux et enfin voilà, toute la communication externe après de l'entreprise. Merci Marie. Thibaut, est-ce que tu pourrais nous présenter à toi ton rôle dans l'entreprise de Castalli, s'il te plaît? Alors, nous, on fait du B2B. Donc, notre métier, c'est d'accompagner des professionnels. Et donc, ce que je raconte tout à l'heure, c'est que on a démarré, finalement, le métier de cœur de Castalli, on a démarré dans l'hôtellerie et la restauration. C'est aujourd'hui à peu près 20% du chiffre d'affaires et on a 80% du business qui est l'entreprise. On vient remplacer les bouteilles en plastique et les fontaines à eau dans les entreprises. Alors, on n'a pas inventé la fontaine à eau. La fontaine à eau, elle existe depuis déjà quelques dizaines d'années, mais on va dire qu'on l'a réinventé avec un produit qui est fabriqué en France, qui est qualitatif, qui est sans bactéries et qui permet d'avoir une qualité d'eau équivalente aux eaux en bouteille. Et puis pour présenter mon rôle, moi je suis fondateur, je suis président. J'ai pas de cofondateur. Je pense que s'il y a des entrepreneurs, alors je sais pas si on est dans la salle ou dans la conférence, c'est pas le plus facile d'entreprendre seul. Mais aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir un codir, donc très musclé et qui finalement occupe tout l'espace. Et moi aujourd'hui, je fais du golf toute la journée. Et voilà. Non, donc moi, mon métier, c'est d'impulser en fait le sens à l'équipe. Demain, par exemple, on a un gros séminaire sur l'engagement. Donc c'est le 11 novembre, la journée de solidarité, mais on allait travailler chez Castalli et on a une dizaine d'animateurs qui viennent pour pas monter le niveau, mais en tout cas pour aligner toute l'équipe sur l'engagement. Mon rôle, c'est de définir les nouveaux produits et les nouveaux marchés et d'animer l'équipe. C'est un peu comme j'étais président de l'équipe de rugby de Dauphine et donc c'est un peu comme au rugby. Mon rôle aujourd'hui, c'est d'animer les différentes équipes
et de fluidifier les relations. Est-ce que tu peux nous dire combien de personnes dans l'équipe aujourd'hui? On est 95. D'accord. Donc, on a bootstrappé la boîte. Hein, on n'a pas levé beaucoup d'argent. On a levé en 2012-2014 avec des business angels, 2015 avec des fonds, mais on a levé que 2 millions. Alors, à l'époque, 2 millions, c'était déjà pas beaucoup. Aujourd'hui, c'est un seed. Alors là, on a fait une belle levée avec Raise. Entre autres, je suis très content parce que Raise, ça faisait quelques années qu'il nous accompagnait sur la partie fonds de dotation. Et donc, ça montre que finalement, ce fonds de dotation, ça permet de se connaître et d'apprendre à se connaître. Je pense que c'est ça le terme. Et donc, je voulais vraiment avoir Raise dans le tour de table. Donc là, j'ai construit mon tour de table. J'ai donné aux leveurs de fonds les quatre noms que je voulais. Donc, je voulais Raise, Seb, Amundi et Ring, qui est un fonds digital. Voilà. Et je ne sais plus ce que je devais dire. Non, mais c'est top. Ça nous permet de donner le ballon de rugby à Joséphine. Et Joséphine, du coup, la question, c'est toi, ton travail au quotidien au sein de Raise, en quoi est-ce que ça consiste? Ouais, donc comme je disais tout à l'heure, je suis analyste. Donc il y a une partie de mon travail qui ressemble à celle en fait d'un travail d'analyse dans un fonds d'investissement classique où donc il y a toute une partie gestion du deal flow. Donc l'objectif, ça va être de comprendre si les dossiers qu'on reçoit d'entreprise correspondent à notre thèse d'investissement. Et après on va construire notre analyse donc financière, stratégique, on va challenger le marché, l'équipe, un process assez classique. Et après, il y a une partie donc qui est plus spécifique à mon job dans un fonds d'impact, qui va être en fait de dire ok, donc cette société a un vrai potentiel business, mais est-ce qu'on pense que en parallèle de ça, elle peut avoir un impact positif, quelles sont ses externalités négatives. Donc pour ça, on a développé une méthodologie, on pourra revenir dessus, mais qui nous permet de voir tout ça et dans ce cadre, on construit aussi avec les entrepreneurs un business plan impact, plusieurs choses, etc. Donc ça, c'est pour l'essentiel de mon job. Et après, comme le disait Thibaut, Raise, c'est une structure assez atypique. Donc il y a aussi une petite partie qui consiste à justement travailler avec les autres équipes, notamment le fonds de dotation, pour justement s'alimenter les uns les autres entre entités et générer nous-mêmes un impact positif. Donc ça, c'est pour la big picture. Merci Joséphine. Thibaut, et si on revient un peu sur l'historique et sur ton choix d'entreprendre et de placer cette transition au cœur de l'entrepreneuriat, est-ce que tu dirais que c'était compliqué et comprendre plus compliqué que si tu avais lancé une entreprise sans recherche d'utilité? Non, moi je pense que c'est plus facile. C'est plus facile. Alors peut-être que à Dauphine, j'étais un peu déjà hors du cadre. J'ai fait un mémoire de fin d'études sur l'accès à l'eau potable dans les pays en voie de développement. Je me suis fait embaucher par le plus gros producteur d'eau potable du monde. Et donc, il faut imaginer qu'en 2005-2006, la mode, c'était les produits dérivés et qui a donné 2008. Donc, mais donc moi, j'ai, je pense, la moitié de ma promo qui est partie en finance de marché. Alors après, j'ai pas entrepris tout de suite. J'ai fait, et là, s'il y a des étudiants, j'ai écouté mes parents et mes proches qui me disaient c'est bien les grands groupes. Et Veolia, donc Veolia, c'est un grand groupe, CAC 40, c'est costaud, c'est sérieux, c'est bien. J'ai fait un VIE en Australie, c'était super. Et puis après, je suis passé chez Alter Eco, qui faisait des produits bio et équitables avec Tristan Lecomte, qui m'a beaucoup inspiré. Et je pense que c'est quelqu'un qui a finalement lancé le bio et l'équitable en France dans les années 2000. Je suis arrivé en 2009 dans la boîte et c'est ça qui m'a mis le pied à l'étrier en fait. Je pense que Tristan il m'a montré qu'on pouvait passer d'un grand groupe à une PME et faire des choses à impact. Et c'est ça qui m'a animé. Après, je pense que c'est plus facile de faire des choses à impact parce que quand il y a des difficultés, et il y en a beaucoup quand on entreprend, et ça je pense que Marie elle connaît bien le sujet, et ben ça fait du bien de se dire que les difficultés, elles sont là, mais pas pour rien. Ok, merci. J'en profite, Thibaut, maintenant que tu es en mode parcours, pour rebondir sur une question du public
qui demande la différence, qui doit être assez grande, de ton métier entre le moment où tu lances Castali et maintenant. Alors, il y a une itération hein, sur 9 ans, il se passe beaucoup de choses. J'ai vraiment démarré dans l'hôtellerie et la restauration. Donc là, on venait remplacer les bouteilles de Badois et d'Evian ou de Châteldon dans les restaurants, des beaux restaurants. Alors, étoilés ou pas, des bistrots de quartier, mais en tout cas, des bons restaurants qui cuisinent sur place et des restaurants de qualité. Et puis, en 2015, on a le groupe LVMH qui nous dit c'est génial ce que vous faites dans les restaurants. On n'arrête pas de vous voir, mais on aimerait bien la même chose dans nos bureaux. Et donc, ils nous ont pris pour les 3 immeubles de la holding, ils nous ont pris 50 machines. Et on s'est dit que plutôt que de faire des machines un peu brutes de décoffrage qu'on faisait pour les restaurants, on allait les faire redesigner. Donc, on a fait bosser une super agence qui s'appelle Helium Studio et qui nous a dessiné la machine pure, qui est aujourd'hui la marque de fabrique de Castali. Et on en a déployé 50 chez LVMH. Ça nous a lancé dans la partie entreprise. C'est comme ça d'ailleurs qu'on a rencontré Raise. Hein. On a démarré. Raise a d'abord été nos clients avant de devenir nos investisseurs. Merci Thibaut. Marie, de ton côté, pour revenir sur cette question, entreprendre avec de l'impact, est-ce que c'est plus difficile? Comment tu répondrais? Je répondrais un peu comme Thibaut en fait. Non, j'ai pas l'impression que c'est plus difficile, c'est plus facile parce que l'histoire elle est là, le storytelling il est là. Enfin en fait nous on s'engage. En fait à la base on est des militants et c'est la façon dans laquelle on milite aujourd'hui, c'est créer en fait ce projet là et on s'engage en fait dans cette voie-là à 100%. Et du coup tout est presque plus simple, j'ai envie de dire, parce que du coup ce qu'on regarde, ce qu'on lit, ce sur quoi on est intéressé, je dis ça mais même à l'extérieur de la boîte en fait tout a rapport avec ce qu'on fait aussi aujourd'hui. Du coup ça devient un métier passion. Et il y a un double tranchant hein. Le métier passion, c'est du coup ça nous bouffe notre perso, mais du coup aussi c'est plus facile pour s'engager, pour parler, pour il y a de l'authenticité pure en fait dans ces projets qui fait que forcément, en tout cas personnellement, c'est beaucoup plus simple de s'engager en fait pour ces boîtes-là. Après, par contre, ça veut pas forcément dire que il faut demander aux consommateurs d'être plus indulgents en fait. Les consommateurs, c'est pas parce que on est une marque on est une entreprise responsable, qu'on est une entreprise de l'économie sociale et solidaire, qu'on le revendique, qu'on le montre, etc., qu'en fait, on peut demander aux consommateurs d'être plus indulgents, et ça se voit quasiment pas et jamais, et c'est pas comme ça en fait qu'il faut travailler. En tout cas pour notre vision, nous on se donne autant de rigueur qu'une entreprise classique. Par contre, derrière, on communique énormément sur pourquoi on est différent, quelle est notre proposition de valeur, et surtout, nous, ce dont on est hyper engagé, c'est la consommation. Aujourd'hui, on paye pas uniquement un produit, on paye l'entreprise qui a derrière, et on soutient en fait un projet et un projet d'entreprise, et donc un projet de système dans lequel on vit, plutôt que juste je reçois mon produit et ça en finit là. Et du coup, c'est là où, en fait, on a vraiment un rôle à jouer, pas uniquement sur la mode. Et ce qu'on dit, c'est, nous, on est rentré là-dedans et parce qu'on avait un attrait, effectivement, pour la mode, et que c'était un milieu qu'il fallait vraiment faire bouger, mais aussi parce qu'on essaye de créer un nouveau modèle d'entreprise. Alors, nous, ce qui est un peu à double tranchant, c'est qu'on est novice pour le coup. On n'est pas du tout dans le monde de l'entreprise à la base, et du coup, ce qui fait que on avance sans œillère et sans chemin tracé, et du coup, on réinvente un petit peu les trucs. Et ça, c'est un vrai combat derrière le projet mode de We Dress Fair. Et peut-être juste pour rebondir sur ce que dit Marie, moi je suis complètement d'accord avec toi quand tu dis que il faut être que le consommateur est extrêmement exigeant. Et chez Alter Eco, moi ce que j'avais retenu, c'est qu'il y avait des produits qui étaient exceptionnels. Par exemple, le chocolat d'Alter Eco était devant les chocolats Nestlé, devant les chocolats Lindt, et d'autres produits qui étaient finalement, on était moins bons. Le café Alter Eco n'était pas bon. Et le consommateur, il n'est pas prêt à payer. Le consommateur, si tu veux, c'est un bon produit. Mais c'est pas parce que tu fais un bon produit que tu es obligé de mal le produire. Et je pense que c'est ça, en fait, cette boîte à impact. Ce qu'on apprend à faire aujourd'hui, c'est à faire des meilleurs produits, mais bien produits. Merci. C'est-à-dire que du coup, les boîtes à impact doivent aussi être exigeantes et
faire la preuve de leurs résultats, entre guillemets. Et ça va me permettre, Joséphine, de te poser cette question. Comment est-ce que, si on prend le business case de Raise et Castalli, comment est-ce qu'un fonds aujourd'hui choisit, un fonds d'impact, choisit les entreprises dans lesquelles il va investir, et quels sont les indicateurs que l'audience qui est présente doit avoir un peu en tête quant au choix de votre portefeuille? Alors, je parle pour Raise Impact. Même si l'investissement impact c'est un secteur qui croît énormément, tout le monde a un peu des méthodes différentes et on sera pas forcément d'accord avec nos confrères. Mais je dirais que effectivement, pour rebondir sur ce qu'on dit Thibaut et Marie, nous notre conviction et la conviction de nos investisseurs, c'est vraiment que les entreprises à impact, et d'ailleurs la crise du Covid l'a montré, sont résilientes et peuvent faire des preuves de résultats, et qu'il y a une vraie attente des consommateurs, donc qui permet à ces entreprises, en fait, au-delà de l'impact positif qu'elles génèrent, d'être des business super intéressants. Donc nous, on va évidemment, comme d'autres fonds, regarder donc des indicateurs financiers que je pense les étudiants de Dauphine maîtrisent ou sont en passe de maîtriser. Et après, effectivement, il y a des indicateurs extra-financiers. Donc nous, en interne, on a construit une méthodologie qu'on a fait challenger par des cabinets de conseil spécialisés. Et en fait, ce qu'on fait, c'est que on essaye de rattacher le business plan impact des entreprises qu'on étudie aux 17 objectifs de développement durable, parce que c'est un peu la mesure qui met tout le monde d'accord aujourd'hui, même si il y a de nouvelles réglementations qui voient le jour. Et donc, par exemple, un indicateur qu'on peut suivre assez facilement pour beaucoup d'activités, c'est les tonnes de CO2 évitées. Après, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on essaye aussi de créer des indicateurs un peu sur mesure en fonction des entreprises dans lesquelles on investit. Donc, par exemple, avec Castalli, qui était déjà très avancé sur ces sujets avant qu'on vienne au capital, c'est un peu des best in class sur la thématique. Mais on va suivre les tonnes de plastique évitées, le nombre de bouteilles plastiques évitées, etc. Et par exemple, sur d'autres entreprises qui sont pas des best in class, mais qu'on accompagne dans leur transformation, parce que nous, c'est vraiment un de nos axes aussi. Je pense à une de nos participations qui s'appelle M2I. Eux, ils suivaient pas du tout ces indicateurs en amont. Et avec eux, par exemple, on a mis en place le suivi de tonnes d'indicateurs évités. Et ça me permet aussi d'ajouter que maintenant, c'est quelque chose c'est un indicateur sur lequel ils communiquent énormément. Et ça, pour nous, ça prouve que justement, suivre ces indicateurs, c'est super créateur de valeur pour les entreprises. Merci. Donc, on a cette exigence côté indicateur de performance et de responsabilité environnementale, puis les indicateurs également plutôt côté financier. Donc, on a ces attentes-là côté du financement. Thibaut, j'ai une question. Quels sont les conseils que tu pourrais donner et comment est-ce qu'une entreprise comme Castalli s'assure d'être à la hauteur de ces indicateurs? Et j'entends par ça, est-ce qu'il y a des bonnes manières de s'entourer, de développer des stratégies de RSE, de se labelliser, voilà. Et comment est-ce qu'on s'assure de répondre à ces objectifs-là? Alors, ça, c'est quelque chose qui a été très important dès le début de l'aventure Castalli. Et la première machine Castalli, elle a été éco-conçue. On a payé, je me souviens très bien, c'était 15 000 € d'ingénieurs pour nous aider à éco-concevoir la machine Castalli. Donc, ce qui est certain, c'est que, alors, on peut progresser, mais le mieux, c'est d'avoir d'avoir un objectif et de se donner une route pour atteindre ces objectifs. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que, donc, on peut toujours faire mieux. Et je pense que ce qui est important, c'est de bien détecter là où on peut s'améliorer. Comment est-ce qu'on fait pour faire ça? Nous, on a fait une ACV assez vite, donc une analyse de cycle de vie du produit. Donc, l'idée, c'est de pouvoir comparer le bilan carbone de 1 litre de Castalli avec 1 litre d'une bouteille d'eau que vous trouvez dans tous les supermarchés. Et ce que ça a donné, c'est qu'on avait un impact carbone 88 fois inférieur à la bouteille en plastique.
Ça permet de donner finalement un indicateur clé qui est la base des améliorations. Ce qu'on a vu dans cet audit et dans cette analyse de cycle de vie produit, c'est qu'il y avait finalement un gros chantier qu'on avait en tête, mais on n'avait pas forcément envie de mettre le nez dedans, qui était l'alimentation en CO2, donc l'alimentation en dioxyde de carbone des machines qui permet de faire l'eau pétillante, et que le processus qu'on utilisait était pas du tout optimal. Pour ne pas dire pas du tout optimal, c'était même le plus impactant en carbone chez Castaldi. Et donc là, on a un plan d'action pour réduire notre impact carbone avec carrément un chantier industriel et pour verticaliser la production de CO2. Merci Thibaut. Marie, j'aurais envie de te poser la même question. Tu peux me la reposer comme ça? Ouais, donc on voit les exigences, que ce soit sur le côté rentabilité, business model, mais aussi sur le côté impact mesurable presque. Comment est-ce que chez WeDressFair, vous vous assurez d'être dans les clous pour ces deux variables? Après, c'est un peu la même réponse. En fait, on a des métriques qu'on suit. Il y a des choses qui sont mesurables et d'autres un peu moins. Notamment, nous, on suit des choses sur le côté financier, comme à peu près toutes les structures. Et après, sur le côté impact, par contre, c'est là où du coup, il faut jouer sur des choses qui sont non définies encore aujourd'hui. Nous, on est tout jeune, du coup, on a quand même moins de recul sur les critères et sur la capacité qu'on a à mesurer en fait ces choses-là. Donc aujourd'hui, on a des critères de mesure qui sont autodéfinis. J'ai envie de dire, c'est nous qui les avons construits. Il y a personne qui travaille en extérieur pour mesurer ces choses-là. Et on est une toute petite équipe aujourd'hui, on est 8. Et du coup, en fait, avoir une personne dédiée, ça prend beaucoup de temps de faire ces mesures-là. Avoir une personne dédiée pour faire ces mesures, encore aujourd'hui, ça n'a pas été… Marie, je me permets. En fait, je pense qu'il faut surtout ne jamais avoir de personne dédiée là-dessus. C'est-à-dire que je pense que le propre du greenwashing, c'est d'avoir une personne dédiée. Et donc… je pense qu'on n'a pas les moyens en fait de se payer. La personne dédiée, elle est là pour autre chose. Elle est là pour tout sauf mesurer les impacts. La seule chose, c'est que tu vois, nous, on n'a même pas le temps en fait de faire vraiment des gros calculs du type combien de tonnes de coton bio on a vendu par rapport aux tonnes de coton classique, tu vois, enfin des trucs comme ça sur lesquels en fait pour nous c'est encore trop précis pour le niveau d'avancement de la structure, et en fait on n'en a pas encore eu besoin parce qu'en fait toutes les marques qu'on met en avant, on met surtout en avant la façon dans laquelle on les a sélectionnées, nos exigences, le fait qu'en fait il y a des tiers indépendants qui nous valident, le fait que nous aujourd'hui on a un comité d'éthique, un comité consultatif avec des ONG, avec toutes nos parties prenantes, etc. Donc ça, on met beaucoup ça en avant aujourd'hui. En termes après de mesures et de tonnes de CO2 évitées ou tonnes d'eau non gaspillée, etc., on les aura pas. Et en fait, nous, on veut pas communiquer là-dessus encore parce que c'est pas voilà. Nous, on préfère communiquer sur les avantages d'une marque plutôt que gamifier un peu. Il y en a qui le font dans la mode très facilement et voilà, nous c'est pas trop notre cœur de métier encore aujourd'hui, et en fait on n'a aussi pas besoin de le justifier en fait du fait de la structure elle-même en fait, et du fait des marques qu'on sélectionne et de leurs engagements qui sont assez visibles et qui sont assez bien définis aussi aujourd'hui. Mais dans les quick wins, Marie, moi j'ai une question. Tu as des statuts? Nous, on a des statuts, donc on est une SAS, mais on a des statuts économie sociale et solidaire. Donc du coup, dans nos statuts d'économie sociale et solidaire, on définit une utilité sociale. Et après, il y a 3 engagements autres qui sont une limitation du plus haut salaire, une limitation de la différence de salaire entre le plus haut et le plus bas salaire, et une gouvernance démocratique et réinvestissement de 50% des bénéfices dans la structure. Du coup, nous, la gouvernance, on l'a définie avec deux comités en fait qui ont droit en fait aujourd'hui de regard sur les décisions de l'entreprise et qui participent activement en fait aux décisions de l'entreprise. Et moi, donc Castaldi, c'est la même chose, hein, on est ESS agréé ESUS, et je pense que c'est la meilleure des validations du modèle. Hein. Et aujourd'hui, donc s'il y a des entrepreneurs dans la salle, je pense que le statut d'ESS pour une start-up, c'est pas très contraignant.
et ça montre la profondeur de l'engagement. Alors, c'est pas très sexy. Est-ce que vous pouvez expliquer un peu la démarche pour obtenir cet agrément? C'est dans les statuts, donc en fait, faut écrire dans les statuts, il faut vraiment après s'y tenir. Donc c'est un engagement personnel aussi, et puis c'est quelque chose qu'on porte. C'est un autre modèle d'entreprise aussi. Et après donc c'est ESS, et après l'agrément ESUS, c'est une autre demande en plus qu'on peut faire après au moins 1 an d'exercice, et où du coup là il y a des métriques, etc. à mesurer. Et Thibaut, peut-être que tu sauras mieux que moi expliquer l'agrément ESUS ensuite des statuts ESS. C'est la suite logique finalement pour une entreprise de l'ESS. Les entreprises de l'ESS, ça regroupe un panel assez large. Ça va des grosses banques comme le Crédit Agricole ou à des associations, mais à des startups qui ont de l'impact. Et ensuite, l'agrément ESUS, finalement, c'est un tampon du préfet, de la directe, qui valide le fait que l'entreprise ait bien un impact et qu'il y ait une partie significative de son chiffre d'affaires qui soit liée à l'impact. Et je pense que c'est pas très sexy, c'est moins sexy que le statut entreprise à mission qu'on voit un peu partout. Ouais, mais pardon ? Il n'est pas très contraignant, le statut d'entreprise. Exactement. Et je pense que c'est important d'avoir de l'ambition. Et quand on veut avoir de l'ambition dans l'impact, c'est mieux d'être ESS, même si c'est moins sexy sur le papier, et de faire les meilleurs produits plutôt que d'être entreprise à mission et de vendre des chaussures. Je ne cite personne, mais de vendre des chaussures qui sont fabriquées au Vietnam dans des conditions que je ne voudrais pas pour ma fille. Et là, on a le cas d'une entreprise qui s'est mise entreprise à mission il n'y a pas longtemps, qui fabrique ses chaussures au Vietnam. Et qui vient de se déclarer entreprise à mission, et ça me rend absolument dingue. C'est un greenwashing exceptionnel. Je ne sais pas s'ils sont chez toi, Marie, mais je ne crois pas. Bon, et pour rebondir sur ce que disait Thibaut, c'est vrai que nous, en tant que fonds, c'est un label justement qu'on reconnaît vraiment, et dans nos 5 participations directes, il y en a 2 qui sont agréées ESUS, et pour nous, c'est un vrai indicateur vérifiable et qui permet de se garantir un certain niveau d'impact. Donc c'est vrai que même pour les fonds d'impact, si en tant qu'entrepreneur après vous cherchez à lever des fonds auprès de fonds d'impact, c'est un tampon qui est vraiment un bon indicateur. Pour rebondir sur ça, Joséphine, est-ce que le label B Corp, par exemple, fait aussi partie des choses qui sont pour vous des espèces de labels Alors, je sais qu'il y a de gros débats en France un peu sur le statut B Corp, parce que justement, c'est très perçu comme, c'est un label d'origine américaine, donc forcément avec les connotations avec lesquelles ça va. Nous, on pense que tous ces labels vont plutôt dans le bon sens. Après, il y a forcément différents niveaux, et comme le disait Thibaut, c'est vrai que une entreprise qui est labellisée ESS, agréée ESUS, c'est tout de suite un peu plus contraignant et engageant que le label B Corp. Après, tous ces indicateurs témoignent plutôt d'une bonne volonté, même si effectivement, comme on le disait tout à l'heure, il faut toujours essayer de se prémunir du greenwashing. Donc nous, après, on fait nos due deals et nos audits impact, ESG, financiers, juridiques, fiscaux, tout ce qu'on veut. Mais du coup, c'est difficile d'exprimer un avis parce que, comme le disait Thibaut, il y a des entreprises qui se déclarent entreprises à mission, il y a des entreprises qui sont labellisées B Corp et qui finalement, quand on soulève le tapis, c'est un peu plus sombre que ce qu'on imaginait. Et à l'inverse, il y a des entreprises qui portent de super projets et qui sont labellisées B Corp. Donc, on n'en fait pas une religion, mais ça fait partie pour nous des indicateurs qui vont plutôt dans le bon sens. Et nous, dans les entreprises qu'on accompagne, si elles expriment le souhait de se faire labelliser B Corp, on met en tout cas tout en œuvre pour les aider à obtenir ce label. Notamment parce que, sur ce que tu disais tout à l'heure, mais en fait, quand on essaye d'aller à l'international, forcément, ça peut être un label qui parle un peu plus que les autres. Donc on essaie. Ouais. Je peux rebondir sur les labels juste parce que du coup, nous, on travaille avec des marques qui sont labellisées et que justement, qui sont labellisées ou non, et justement, on essaye de faire la part des choses. Les labels, il faut savoir que ça coûte cher. Avoir un label, c'est un investissement, et en fait, toutes les structures aujourd'hui sont pas capables de payer ces labels, ces audits, ça prend du temps, et voilà, c'est des choses qui sont un peu compliquées à mettre en place tout le temps, et surtout au début des projets. Du coup, il faut pas non plus se fier à 100% sur un label. Je suis d'accord que ça peut donner une direction, mais en fait, très souvent dans la mode, il y a des marques très engagées qui sont pas labellisées parce que
on labellise pas les ateliers de moins 50 ouvriers, faut savoir. Donc en fait très facilement, on peut avoir une fausse vision de ce que c'est de ce que la marque potentiellement a ou n'a pas, quoi. Donc faut se fier au label. C'est un très bon point et on retrouve la même chose dans la food. Moi, quand j'étais chez Alter Eco, donc Alter Eco était labellisé Max Havelaar et bio, mais on savait très bien qu'il y avait des petits producteurs qui faisaient un travail exceptionnel, qui n'étaient pas labellisés bio et qui payaient leurs matières premières de manière très élevée à leurs fournisseurs mais qui n'avaient pas les moyens en fait de se faire labelliser bio et Max Havelaar. Donc je pense que sur les petits producteurs, le label est pas forcément une bonne chose. Merci beaucoup. On a une question du public pour rester sur ce sujet label, éthique. Comment est-ce que vous avez déjà dû faire face en tant qu'entrepreneur à des choix qui devaient contrebalancer entre ce que vous aimeriez faire le mieux, entre guillemets, et la réalité économique et pragmatique? Je prends un exemple très simple. Marie, vous avez une plateforme digitale. Forcément, le numérique, ça consomme et ça pollue. Comment est-ce que vous tranchez dans cette plateforme qui est un outil et qui va peut-être permettre, je ne sais pas, d'économiser du CO2 quelque part, mais qui, d'une certaine manière, en consomme? C'est quoi ta posture pour faire tes choix en tant qu'entrepreneur? Du coup, en fait, nous, on essaye d'être le plus transparent possible, en fait, et de dire aujourd'hui, bah voilà où on est, voilà ce qu'on fait, voilà comment on travaille. Et en fait, ces décisions-là, on les a aujourd'hui parce qu'on est tout jeune et on n'a pas la possibilité de faire autrement parce que bah ça coûte plus cher, etc. Et puis il y a même d'autres contraintes. Des fois, c'est des contraintes légales, etc. Et du coup, par contre, on explique et on est le plus transparent possible. Si vous regardez sur le site de WeDresser aujourd'hui, on dit, j'espère qu'on le dit, et j'irai vérifier, qu'on est sur des serveurs qui sont absolument pas green aujourd'hui, et du coup on espère pouvoir passer sur des serveurs qui sont donc dans une logique en fait d'énergie un peu plus verte. Et derrière tout ça, il y a aussi est-ce que Thibaut, tu peux enchaîner sur on va retrouver Marie. Sur cette question qui était, les arbitrages. Moi, je pense que je vais parler très franchement. Enfin, quand tu es entrepreneur, finalement, ce qui est important, c'est aussi la survie de la boîte. Donc, l'arbitrage, il est. Enfin, tu peux pas avoir de l'impact si tu ne survis pas. Donc, tout n'est pas parfait, ça c'est certain. Ce qui est important, c'est de bien mesurer et de bien voir ce qui est imparfait pour le savoir, le connaître, l'identifier, l'améliorer et se faire un programme d'action pour le changer. Mais tout n'est pas parfait. Je donne un exemple très précis. Aujourd'hui, on commercialise des gourdes, plusieurs milliers par mois, et elles sont fabriquées soit en Europe. Alors Marie, j'ai enchaîné. Je te repasse la parole dans 1 minute. Et donc on fabrique une partie des gourdes, toutes les gourdes en verre aujourd'hui en Europe de l'Est. Et toutes les gourdes en inox en Chine. Et la question qui s'est posée, c'est est-ce qu'on est OK pour faire… Alors, l'Europe de l'Est, je n'en parle pas, c'est l'Europe. Donc, moi, j'ai pas de problème. On n'est pas le style français. Et même si on est très fiers de fabriquer nos machines en France, très fiers de fabriquer nos bouteilles en France, mais 100% de l'activité n'a pas à être française. Mais la question qu'on s'est posée, c'est est-ce qu'on fabrique les gourdes inox en Chine ? Et assez vite, on s'est aperçu que c'était pas possible de la fabriquer en France, en tout cas avec un design et le prix de revient qu'on voulait. Et j'ai dit, on lance la gourde chinoise le temps qu'on arrive à la fabriquer en France. Et là, on sort en mars une ligne de gourde Made in France et on est très fiers de le faire. Mais je me voyais pas en tant qu'entrepreneur laisser passer du chiffre et finalement de l'impact. Ça nous a permis de préparer le lancement de la gourde Castali fabriquée en France en mars. Merci Thibaut. Marie, on peut revenir à toi? Ouais. Désolée, je ne sais pas ce que j'ai. Elle n'arrête pas de sauter la box depuis le début. J'ai l'impression des fois de vous perdre un peu.
Ce qu'on disait nous, c'est que c'est pas grave. Aujourd'hui, on peut pas être parfait à 100% et ça existe pas les marques qui sont parfaites à 100%. Et d'ailleurs, si elles le disent, c'est qu'il y a un truc derrière. Il faut aller chercher. Par contre, une marque se doit aujourd'hui d'être transparente et de dire en fait ses choix et d'expliquer aux consommateurs. Les consommateurs sont et les utilisateurs et n'importe qui sont capables de comprendre en fait vos choix. Par contre, faut pas cacher les choses. Y a rien de pire aujourd'hui que de découvrir que on a un produit qui vient pas du tout du lieu de fabrication dont on nous a annoncé, que en fait l'impact derrière il est énorme. Enfin voilà. Donc du coup, être le plus transparent et donner toutes les informations, c'est déjà donner rendre la possibilité au consommateur de faire son choix et pas choisir pour lui en fait. Et du coup, sur ça, j'encourage énormément ceux qui montent leur boîte en B2C notamment et en B2B aussi, mais de donner le maximum d'infos. Et nous, on est bien placé pour le dire, c'est que dans la mode, les infos, il y en a pas. Et du coup, on essaye vraiment, vraiment de faire tout ce travail de traçabilité et de remonter en fait jusqu'à la source de la matière première. Et c'est un combat de tous les jours. Donc en fait, c'est ça qui est pour nous, c'est ça qui est le plus important. C'est de rendre le choix au consommateur en lui permettant en fait d'avoir accès à ces informations. Et c'est pas grave de pas être parfait au début. On peut pas être parfait au début. Même après, je dirais. Et même après, ouais. Par contre, faut être transparent, faut le dire. Et Thibaut, alors même après, il y a une question. Donc, cette gourde qui est made in France maintenant, elle va-t-elle te permettre d'arrêter la production de la gourde chinoise? Alors, peut-être juste avant de rebondir sur la gourde, moi je pense que le sujet de la transparence est très important. C'est qu'on n'a jamais, enfin en tout cas, on a communiqué sur le fait que la gourde, elle venait de Chine et qu'on ne savait pas la produire en France. Alors, l'histoire de la gourde, c'est un peu un running gag chez Castaldi, c'est que ça fait 2 ans qu'on essaie de fabriquer des gourdes en France. Et on a essayé plein de choses. On n'a jamais réussi à fabriquer une gourde en inox en France. Alors là, il y a une toute petite boîte qui s'appelle Zest, qui vient de lancer une gourde fabriquée en France, mais qui… alors, on connaît très bien Zest et on connaît très bien l'industriel qui fabrique la gourde, mais elle ne correspond pas aux critères de design Castaldi. Et je pense… Donc, est-ce qu'on va arrêter avec notre… Alors, c'est une gourde en verre qu'on fabrique en France. Est-ce qu'on va arrêter notre gourde en inox? Non. Parce qu'aujourd'hui, les gourdes en inox françaises, et donc… les gourdes, là, il y a une gourde inox qui a été lancée il y a 15 jours, ne répondent pas, je pense, aux critères d'usage et d'utilisation du consommateur. Et donc, notre idée, c'est plus d'arriver à fabriquer la même gourde que celle qu'on va sortir en verre, en inox, en France. Mais pour ça, ça demande du temps. Donc là, on a fait rentrer dans les autres investisseurs il y a quelques mois Seb qui est un gros groupe industriel français, qui a des usines partout dans le monde et qui peut nous aider à fabriquer une gourde. Alors, on ne sait pas si on la fabriquera en France ou pas, mais moi, j'aurais aucun problème à fabriquer une gourde en Europe. Et donc, sans doute que la gourde en inox Castaldi, elle restera fabriquée en Chine pendant quelques mois encore, mais on sera ravis de la fabriquer avec Seb après en France ou en Europe. Merci Thibaut. Et tout à l'heure… Mais en attendant, par rapport à la question, est-ce qu'on continuera à commercialiser la gourde chinoise? Oui, mais on communiquera sur le fait qu'elle est chinoise et donc c'est en attendant de… Ok, merci. Joséphine, tout à l'heure, tu disais que vous étiez prêt à accompagner les gens vers la labellisation Bicorp, par exemple. Dans quelle mesure est-ce que Raise peut se positionner comme un accompagnateur de ces porteurs de projets, de ces entreprises, vers plus de responsabilité environnementale? Quel est votre rôle? Là, je parle pour Raise Impact. Mais après, tout Raise, globalement, il y a un travail qui est fait pour aider les entrepreneurs sur ces sujets. Mais nous, en tant qu'investisseurs, donc en fait, déjà en amont, il y a quelque chose qui est très important dans l'investissement impact et je pense dans l'impact en général. On va challenger en fait l'intentionnalité des dirigeants et l'intentionnalité, c'est vraiment un terme qui est clé dans l'impact parce que c'est le point de départ et aussi le catalyseur de tout ce qu'on va pouvoir faire main dans la main avec le dirigeant, parce que nous en fait on est investisseur mais on prétend pas prendre le contrôle de la société. On est un investisseur minoritaire mais actif, et donc nous notre objectif c'est vraiment d'accompagner l'entrepreneur dans son intention de générer un impact plus positif et
comme on l'a dit, parce que forcément, personne n'est parfait, de diminuer ses externalités négatives. Et du coup, nous, ce qu'on va faire, en fait, on intervient à plusieurs process. Déjà, lors de notre investissement, on encourage vraiment les entrepreneurs qui l'ont pas encore fait à procéder, comme le disait Thibaut tout à l'heure, à une analyse de leur cycle de vie pour voir, par exemple, dans une… C'est pas le cycle de vie de l'entrepreneur, hein, c'est le cycle de vie du produit. Non, non, vaut mieux pas. Ça dépend pour qui, mais du coup, l'analyse de cycle de vie du produit pour voir à quel endroit de la chaîne logistique ou de la chaîne de valeur on peut faire un peu des économies carbone dans le cadre de la production d'un produit. Sinon, pour d'autres entreprises, on va faire un audit impact. On fait systématiquement un audit ESG parce qu'on pense que l'un va pas sans l'autre. Et donc, ensuite, nous, en tant qu'investisseurs, comme je le disais tout à l'heure avec la méthodologie qu'on a créée, on construit un business plan impact donc un plan d'action aussi sur d'autres sujets où on va se fixer des objectifs en partenariat avec l'entrepreneur. Et ce qui est important pour nous aussi, et ça, je pense que ça témoigne un peu de notre intentionnalité à nous, c'est que nous, en tant qu'investisseurs, notre rémunération est indexée également sur ces critères extra-financiers. Donc, on a vraiment intérêt, nous aussi, à ce que ces objectifs soient atteints. Et donc, voilà, ça va être des critères qui sont facilement mesurables. Le but, c'est que ce soit pas contraignant pour l'entrepreneur. Donc, on en choisit 2, 3, on peut aller jusqu'à 5 et qui sont quantifiables. Donc, comme on le disait tout à l'heure, ça va être nombre de tonnes de déchets évités, nombre d'emplois créés. Ça peut être tout un tas de choses selon le secteur d'activité et le business de la société. Mais ce qui est important, c'est que on le construit vraiment en partenariat avec le dirigeant parce que on veut être tous à la même page quand on commence notre aventure ensemble qui peut durer et qui dure généralement plusieurs années. Donc on se met d'accord sur ça et c'est des objectifs qui sont communs à l'entrepreneur et à nous en tant qu'investisseurs. Très bien. Et pour rebondir sur ça, je vais juste, désolée Thibaut, prendre une petite question du public qui demande si les audits dont tu parles, Joséphine, sont faits en interne ou avec des cabinets externes. Alors, un peu des deux. Donc, nous, on a effectivement, on s'est doté d'une méthodologie, on se fait tous une culture sur les sujets qu'on regarde, mais on prétend pas être des experts. Donc, en fonction du secteur du projet qu'on regarde ou de l'entreprise qu'on regarde, on va faire appel aux auditeurs et aux conseillers qu'on trouve les plus pertinents. Donc, à chaque fois, effectivement, on va faire appel à un auditeur externe pour valider notre analyse parce que on prétend vraiment pas pouvoir faire l'analyse de A à Z de la toxicité des produits biofertilisants que va produire une de nos participations, par exemple. Thibaut, tu voulais rebondir peut-être ? Non, je vais juste dire que sur les fonds d'impact, aujourd'hui, il y en a beaucoup. En 2015, quand on a fait notre première levée de fonds avec des VC, il y avait 2 fonds sur la place. Raise n'existait pas. À l'époque, on avait fait rentrer Inco. J'avais fait rentrer 3 fonds, dont Inco, et que je recommande. Hein, c'est un bon fonds d'impact avec beaucoup de bienveillance et de méthodologie. Aujourd'hui, il y a Raise, il y en a beaucoup d'autres. Il y en a eu, franchement, je pense plus d'une dizaine. Ils se valent pas tous, et donc je recommande aussi Raise. Pas parce que, alors, Inco est sorti de mon capital au dernier tour de table pour plein de raisons, mais pas des raisons de cœur, en tout cas parce que j'ai fait tourner la table de capitalisation et que c'était le moment pour eux de sortir, mais donc, je recommande aussi Raise, mais je pense que tous les fonds d'impact se valent pas. Et donc, je pense qu'aux entrepreneurs qui écoutent là, c'est très important de faire la due deal du fonds. De la même manière que les fonds vont faire une due deal de vous et screener ce que vous avez fait et qui vous êtes, etc. Soyez très exigeants avec les fonds, au moins aussi exigeants qu'ils le sont avec vous, parce que ce que je peux vous dire, c'est que dès qu'il y a des stress de cash, dès qu'il y a des problèmes qui arrivent, c'est plus du tout la lune de miel comme pendant la levée de fonds. Et moi, j'ai 1001 histoires. Donc, alors, pas avec mes investisseurs, en tout cas, pas avec ces investisseurs dont je vous ai parlé. J'en ai un qui m'a posé problème. Mais les investisseurs, hein, c'est un couple. Hein, donc, il faut faire très attention à la façon dont ça se déroule.
Merci Thibaut. Marie, je te vois hocher la tête. Est-ce que tu pourrais nous donner un peu ton avis sur cette partie financement, business model? Alors nous, on n'a pas levé d'argent encore, donc du coup, on est full. Pour l'instant, on s'autofinance et on finance notre croissance avec le chiffre d'affaires qu'on fait. Mais on est encore une petite structure. Hein. On n'est pas nombreux à se payer encore. Et du coup, ouais, on est plutôt sur une croissance linéaire et pas encore exponentielle. Et je sais pas. Enfin, les meilleures boîtes, c'est celles qui se lèvent pas, les boîtes qui lèvent pas. Hein. Oui, on a beaucoup pensé, on a beaucoup réfléchi sur les levées de fonds. Ça fait plusieurs fois qu'on repousse le truc et voilà. Pour l'année 2021, en fait, on espère quand même pouvoir lever de l'argent. Pourquoi? Parce qu'en fait, on n'arrive plus à répondre à la demande des marques aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on a une marque tous les jours qui demande l'intégration sur WeDressFair. Et en fait, on peut pas staffer autant de monde avec la croissance qu'on a. Donc du coup, en fait, il y a une demande de marque, il y a une demande de consommateurs qui est en train d'arriver vraiment, vraiment très fort. Et on le voit aussi notamment parce que les grosses marques s'y mettent. Zalando s'y met à fond, les Galeries Lafayette s'y mettent à fond et tout ça. Et nous, on se sent légitime à y aller à leur place plutôt que eux prennent cette place-là. Du coup, voilà notre raison aujourd'hui de lever de l'argent. Mais du coup, les premiers financeurs qu'on est allé voir, c'est des financeurs solidaires, tous ceux qui correspondent en fait à nos valeurs et à notre vision. Donc aujourd'hui, on est accompagné par France Active, qui du coup a investi en BSA pour l'instant. Et qui du coup nous accompagne sur la levée de fonds qui commence tout juste, mais avec les aléas du confinement, de la boutique qui est fermée, tout ça, en fait, on démarre tout juste, mais c'est en cours de progression, on va dire. Et est-ce que tu peux juste préciser en BSA ce que ça signifie? Oui, du coup, c'est des bons de souscription d'actions. Donc, en fait, c'est ceux qui investissent avant l'heure, on va dire, qui du coup prennent plus de risques que des investisseurs, puisque du coup, ils investissent un petit peu avant. Du coup, ils achètent la possibilité d'avoir des actions dans la prochaine levée de fonds. Et du coup, en fait, ils achètent ils achètent la possibilité d'avoir une ristourne sur les actions quand il y aura une levée de fonds. Et du coup, s'engage plutôt vraiment à participer à la première levée de fonds en fait de la structure. Et du coup, ces BSA, chez nous, je suis pas du tout la financière du projet. Hein, du coup, je vous parle avec mes mots, mais du coup, c'est peut-être bien parce que comme ça met tout le monde à niveau. Du coup, ils sont venus aussi avec du cash, donc ils font ce qu'on appelle un bridge, je crois, où du coup ils amènent de l'argent un petit peu avant la levée de fonds, qui nous permet de soutenir la croissance et d'attendre du coup que le cash arrive sur la levée de fonds. Merci Marie. Alors, on arrive à la fin de la partie discussion. On va pouvoir enchaîner avec la partie questions des participants. Mais avant ça, j'ai une toute dernière question à vous poser. Quel est le conseil que vous donneriez à vous-même à l'âge, vous êtes comme les étudiants de Dauphine en ce moment, vous vous apprêtez à diplômer, c'est la fin du master. Vous avez le droit de revenir vous voir. Qu'est-ce que vous vous dites? Thibaut, est-ce qu'on peut commencer par toi qui a foulé les bancs de Dauphine? Moi, je pense qu'il ne faut pas hésiter. C'est-à-dire que j'ai trop écouté mes proches qui me disaient le grand groupe, c'est bien, c'est rassurant, c'est formateur. Et je pense que moi, j'avais ça dans les tripes. Donc peut-être vous engagez pas dans une boîte du CAC 40 et démarrez dans une PME, une start-up, un endroit où ça bouge. Et puis après, si vous avez la bonne idée, les bons associés, et je pense qu'on n'a jamais les deux en même temps, mais en tout cas, lancez-vous et vous verrez bien ce qui se passe. Merci. De ton côté, Joséphine? Moi, c'était il n'y a pas si longtemps. Et j'ai plusieurs amis qui sont dans cette situation en ce moment. Donc déjà, malgré la période qui est vraiment difficile et vraiment courage et ne baissez pas les bras, je dirais surtout de déstresser. Parce que au final, effectivement, dans des écoles comme Dauphine, moi j'étais à Sciences Po, c'est un peu pareil. On nous dit beaucoup que le premier job, ça va être hyper déterminant, que machin. Oui, mais en fait, c'est pas grave. Trompez-vous, vous trompez pas. Et surtout, je rejoins Thibaut. N'hésitez pas. Effectivement, il y a des gros noms qui peuvent être rassurants, mais
c'est quand même chouette de pouvoir rejoindre un projet qui a du sens si c'est ce qu'on cherche. En tout cas, qui a du sens pour vous, parce que c'est ce qui permet, quand on est confiné, qu'on doit travailler dans des conditions plus compliquées, d'être quand même content de travailler. Donc, vraiment, n'hésitez pas et n'ayez pas peur. Merci Joséphine. Marie, de ton côté? Je vais reprendre un peu ce qui a été dit. Je pense que je suis bien placée pour le côté il n'y a pas de bonne voie pour être entrepreneur. Hein. J'étais dans la recherche en cancérologie, genre absolument rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui. Et j'espère que je le fais bien. En tout cas, la boîte survit encore, donc je pense que je le fais bien. Et du coup, en fait, il n'y a pas de voie royale. La voie royale, c'est ce que nous, on a envie d'en faire et se projeter dans un futur, quel est le métier qu'on a envie de faire, en fait. Après, donc trompez-vous, faites votre chemin. En fait, si vous vous requestionnez en continu, c'est la meilleure façon de savoir si on est à la bonne place. Et si on se sent pas à la bonne place, c'est qu'on n'est pas à la bonne place. Du coup, il faut se questionner sur où est-ce que j'ai envie d'être et qu'est-ce que j'ai envie de faire. Et après, s'il y a des entrepreneurs qui nous regardent, oui, je dirais comme Thibaut, en fait, faut pas avoir peur, faut se lancer au début. Donc forcément, il y a des freins et il faut les connaître. Donc les freins, listez-vous vos freins. Si les freins, c'est le frein financier, listez tout ça comme ça. Au moins, vous savez où est-ce que vous devez faire attention et quelles limites vous vous donnez. Et après, en fait, moi, mon premier conseil pour les entrepreneurs, c'est tester, même si vous avez rien, en fait. Et tester tout de suite. Et il faut pas attendre. La plupart des entrepreneurs avec qui je parle aujourd'hui, c'est ils essayent de choper des conseils à droite à gauche, mais c'est parce qu'en fait, ils ont juste peur d'aller voir leurs premiers clients et d'essayer de tester leurs solutions. Et en fait, nous, les autres entrepreneurs et tous ceux qui ont commencé, on aura des conseils, mais en fait, la meilleure personne qui aura le meilleur conseil à vous donner, c'est la personne qui va payer pour votre service ou qui va payer pour vous allez lui donner, quoi. Et ça, cette personne, c'est le client. Et je pense que, alors, à Dauphine, on ne sait pas ce que c'est qu'un client. On apprend beaucoup la finance de marché, on apprend beaucoup la finance d'entreprise, on apprend beaucoup de choses pas très intéressantes. Mais je pense que le vrai sujet, c'est le client. Et c'est comment est-ce qu'on fait pour rendre ce client heureux. Et je pense que c'est ça que les entrepreneurs doivent se poser comme question. C'est comment est-ce que je fais pour amener un service à mon client, mais qui ne soit pas juste un service marchand, mais qui soit un service où j'impacte le moins possible la planète. Et je viens combler un besoin du consommateur. Et j'apporte de la valeur, ouais. On enchaîne avec des questions tabous du public. En fait, un point qui est soulevé, c'est le côté business model qu'on n'a pas trop abordé. Effectivement, on a parlé de la levée de fonds et du financement. Comment est-ce que quel est le juste équilibre à trouver entre ce business model rentable et cette volonté d'avoir un impact? Marie, peut-être par rapport à la plateforme, par exemple, est-ce que tu peux nous expliquer concrètement comment vous avez fait pour que ça reste éthique? En fait, c'est pas un gros mot de faire du profit et d'avoir un business derrière qui va dans le bon sens, en fait. C'est juste que, c'est l'inverse. C'est aujourd'hui les entreprises qui font pas du business sur du bon sens, en fait, ils sont pas du tout dans le bon chemin, quoi. Et du coup, nous, c'est pas un gros mot. On dit très facilement ce qu'on fait et comment on le fait. Donc aujourd'hui, on prend des commissions sur les ventes avec des petites marques qui ont des modèles qui sont plus difficile à mettre en vente sur du stock, sur de la boutique, etc. Donc ça, on a toute une partie marketplace. Et de l'autre côté, on a une partie achat-revente sur les produits qui se vendent très bien, où là, on marge beaucoup plus et où du coup, ça nous permet d'intégrer plus de petites marques. Donc on a vraiment un modèle, très classique, marketplace, achat-revente, comme La Redoute, comme tous les autres modèles. Par contre, derrière, nous, ce qu'on fait, c'est que l'argent, on le réinvestit dans des choses qui, aujourd'hui, ont moins de valeur, et je mets vraiment des guillemets, pour d'autres projets plus classiques. Typiquement, on investit beaucoup d'argent sur la communication, la sensibilisation, sur notre partie média, qui nous rapporte pas d'argent, nous rapporte pas directement de l'argent, mais qui en fait rapporte énormément de valeur à l'entreprise, et en fait fait des consommateurs aujourd'hui nos meilleurs ambassadeurs et les meilleures personnes, les personnes les plus sensibilisées sur la mode éthique. Donc en fait, faut vraiment arrêter avec ce truc sur on peut pas faire avoir une entreprise qui est rentable et qui fasse du bon sens, quoi. Merci. Oui, et je rebondis pour dire que si effectivement, c'est pour ça que les fonds d'impact existent, et justement,
je l'évoquais rapidement tout à l'heure, mais pour ça, la crise qu'on traverse en ce moment est super intéressante parce qu'elle a vraiment montré, et plusieurs études en attestent, et nous, on est les premiers à le voir par rapport à d'autres fonds d'investissement, mais que en fait, étant sur des secteurs essentiels et sur des préoccupations qui sont d'actualité et qui le sont même en temps de crise, les entreprises à impact en fait sont plus résilientes que les autres pendant des temps difficiles comme la crise du Covid. Thibaut, est-ce que tu voulais apporter ton avis sur cette partie business model? Moi, je suis complètement d'accord avec Joséphine et Marie. Je pense que il faut pas, enfin, une boîte qui veut avoir de l'impact, elle doit gagner de l'argent. Je pense que pour bien rémunérer ses collaborateurs, avoir les bons collaborateurs aux bons endroits, enfin, faut pas avoir honte de dire que il y a besoin que le business model soit sain et que on gagne de l'argent. J'ai pas compris dans ta question du départ si c'était la phase d'investissement. Est-ce qu'il faut lever des fonds pour mettre en branle un business model positif? Nous, je prends l'exemple de Casali, ça fait 3 ans qu'on est rentable. On a fait 2017-2018 avec un EBITDA positif, 2019 avec un résultat net positif. Donc ça fait 3 ans que finalement on gagne de l'argent, mais parce que je sais qu'à l'unité, chaque client supplémentaire me ramène de l'argent. Après, la question c'est combien, donc c'est des abonnements, donc c'est vrai que ça ramène beaucoup de simplicité les abonnements, mais la question c'est combien est-ce que je mets de marketing, combien est-ce que je mets de R&D, combien est-ce que je mets de couches support pour passer à l'étape d'après. Donc moi je pense qu'il faut que les business models à impact, ils deviennent gros, et si on n'est pas gros, on n'a pas d'impact. Moi c'est ce que je retiens de mon expérience chez Alter Eco. 20 millions d'euros, c'est bien, mais c'est pas beaucoup d'impact. Et donc je pense qu'il faut avoir de l'impact, et donc il faut être gros. Et l'ambition de Casali, c'est de devenir très gros pour avoir beaucoup d'impact. Et puis deux, de pas avoir honte. Je veux dire, c'est pas parce qu'on est ESUS. Enfin, ce qui fait que là aujourd'hui, on lance un projet qui s'appelle Made Blue, où on va lever 600 000 euros pour faire des projets d'accès à l'eau potable en Éthiopie. C'est parce qu'on gagne de l'argent, qu'on a des clients qui sont le CAC 40 et des avocats et des fonds d'investissement. C'est ça qui fait qu'on va pouvoir réinvestir dans des ONG. Merci Thibaut. Écoute, ça nous permet de redonner une petite couche encore plus méta au débat business, puisqu'il y a une question d'Abel qui est dans le live chat. Donc, je suis désolée, moi, je prenais toutes les questions dans le channel questions, donc je suis peut-être passée à côté d'autres. Sur la question de la croissance, tout simplement, j'ai vu que Marie, tu avais commencé à répondre. Est-ce qu'on continue à penser croissance économique infinie dans une terre à la biodiversité et aux ressources finies? Marie, tu veux continuer sur ce que tu as commencé à répondre? Ouais, j'ai commencé à répondre cette question parce qu'on nous la pose souvent, et souvent les entrepreneurs demandent est-ce qu'on n'est quand même pas un petit peu en train de faire de la dissonance cognitive, puisqu'on parle de projets à impact, limiter son impact, mais nous on essaye de grossir. Alors en fait, nous on a défini, on sait déjà, c'est un sujet. Donc le fait que ce soit un sujet, c'est déjà quelque chose. Quand c'est un sujet dans une entreprise, c'est déjà qu'il y a on y a réfléchi à cette question. Nous, on croit pas en la croissance infinie. Personne chez nous croit en la croissance infinie pour notre entreprise, mais pour n'importe quelle autre structure. Du coup, on sait que nous, on mesure notre croissance et qu'il y a un moment où on dira stop. En fait, à ce moment-là, on s'arrête de croître. Et ce moment-là, on l'a défini comme étant toute personne aujourd'hui qu'on chope dans la rue, qu'on ramène et qu'on lui demande est-ce que tu connais une alternative de consommation dans la mode? Déjà, première question, est-ce que tu connais l'impact de la mode? Deuxième question, est-ce que tu connais une alternative, que ce soit WeDressFair, la seconde main, la location, n'importe quoi d'autre, ou même un autre projet similaire à WeDressFair? S'il sait répondre à cette question et qu'il nous donne, et que toutes les personnes savent répondre à cette question et nous donnent du coup une alternative, on s'arrêtera là en fait. Notre mission, c'est vraiment ça, c'est de permettre de donner le choix et de faire connaître les alternatives. Donc du coup, nous, on s'est capé cette mission, c'est à ce niveau-là, et cette métrique-là, on la suit. Donc on prend un panel de gens, on essaye de poser des questions et on leur demande est-ce que vous connaissez des alternatives, est-ce que vous connaissez l'impact de la mode. Et moi, je pense que je suis d'accord avec Marie, c'est un marché de substitution. C'est-à-dire que la vraie question, c'est il y a un marché qui existe et comment est-ce qu'on fait pour venir casser ce marché, en tout cas venir avec des valeurs et des impacts plus forts que le marché existant. Et je pense que c'est tout l'enjeu des entrepreneurs et tous les entrepreneurs qui sont
dans la salle, là, je pense que c'est plus facile de venir changer et substituer un modèle existant que de part. C'est pas facile de créer Facebook, hein. Par contre, de créer Castalis, c'est beaucoup plus facile parce que finalement, il y a un problème, c'est la bouteille en plastique. Et comment est-ce qu'on fait pour venir disrupter la bouteille en plastique? Et pareil dans la mode, du coup, ouais. Eh bien, je pense, on va essayer de voir, il nous reste de quoi prendre une dernière petite question. Il y avait une question, pareil, Marie, j'ai vu que tu avais commencé à répondre. Quand on revient à notre sujet d'impact et de trancher, faire l'arbitrage entre un site pas éco-conçu et en même temps une plateforme qui permet de diffuser des marques responsables, est-ce que l'option de la contribution / compensation carbone, par exemple en replantant des arbres ou en finançant des associations, est une option que vous prenez en compte en tant qu'entrepreneur. Marie, est-ce que tu peux nous dire sur le côté We Dress Fair? Ouais, du coup, moi, ce que j'ai écrit, c'est première chose, c'est limiter son impact et mesurer son impact. Du coup, pour nous, la compensation, ça vient vraiment en dernier lieu, mais vraiment tout dernier lieu. On peut pas justifier qu'on continue d'avoir un impact qui grossit, enfin un impact sur l'environnement qui grossit, et qu'on compense et qu'on donne plus d'argent pour compenser en fait cette hausse de CO2 ou d'autres, parce que nous, on n'aime pas parler que de CO2 dans la mode. Il y a énormément d'impacts autres. Et du coup, la compensation a sa limite et rien aujourd'hui ne justifie le fait que que notre première ambition ne soit pas de limiter au maximum cet impact-là d'abord et d'après, du coup, de compenser ce qu'on n'est pas capable encore aujourd'hui de limiter. Ouais, et je rejoins ce que disait Marie. Enfin, c'est vraiment la compensation, c'est un peu aujourd'hui l'étendard du greenwashing, et ça devrait être un peu la dernière solution parce que en fait, il y a tellement de choses qu'on peut faire avant, et c'est là, d'ailleurs, pour les futurs ou actuels entrepreneurs qui nous écoutent, qu'il y a le plus d'opportunités. En fait, c'est effectivement, comme disait Thibaut, dans les substitutions. Et moi, je pense que je suis complètement d'accord avec Marie et Joséphine. Je pense que la compensation, c'est bien, c'est mignon, mais c'est pas le sujet en fait. Le sujet, c'est comment est-ce qu'on fait pour réduire l'impact. Et c'est pour ça que je suis un peu hystérique là, avec cette marque de chaussures qui parce que elle plante des arbres, se permet de les fabriquer ses chaussures au Vietnam dans des conditions dont je pense qu'ils ne voudraient pas voir leurs enfants travailler dans les usines. Je pense que c'est un énorme greenwashing. Donc, je pense qu'il faut faire extrêmement attention quand on est entrepreneur et ne surtout pas être dans le greenwashing. Il vaut mieux bien penser son modèle et le limiter, mais ne pas compenser plutôt que de compenser. C'est pas parce qu'on compense que c'est un peu comme Air France, je compense mes vols. Enfin, je veux dire, on sait bien que le transport aérien, ça a un impact significatif. Quand on peut pas faire autrement que prendre l'avion, compensons. Mais peut-être qu'il y a beaucoup de trajets où on peut ne pas se déplacer, faire une visio ou prendre le train. Merci. Bon, eh bien, je pense que ça va permettre de conclure cette discussion. Merci à tout le monde d'avoir suivi et d'avoir animé avec autant de questions, autant d'intérêt. Je voudrais juste souligner avec quelques mots-clés qui ont, je pense, déterminé un peu la discussion, le côté de l'intentionnalité et de l'intention qu'on met dans ce qu'on fait quand on entreprend. Le fait que non, tout n'est pas parfait quand on entreprend, même dans l'impact, et que si tout est parfait, c'est presque un peu louche. Le côté transparence qui rajoute du dialogue entre la marque, l'entreprise et ses clients, puisqu'on peut peut-être finir sur ça. Le client doit rester au cœur de la manière dont vous entreprenez et dont vous pensez votre projet d'entreprise, puisque vous devez continuer à assurer un service qui serve à la fois le client, mais aussi l'impact, l'utilité. Donc voilà pour quelques mots, quelques inspirations. Un grand merci à nos 3 panélistes de s'être rendus disponibles au lieu de sortir, boire un café, n'est-ce pas, ou prendre un petit verre en terrasse. Et donc, j'enchaîne et je laisse la parole à Julie qui va nous permettre de partir se dispatcher pour quelques dizaines de minutes sur des tables de discussion. Et puis ensuite, je vous souhaite à tous un bon dîner. Merci beaucoup Claire, merci beaucoup à tous. C'était vraiment un échange hyper intéressant. J'espère que ça vous a inspiré, j'espère que ça vous a donné tous des clés pour vous lancer dans des projets qui ont un impact positif.
Comme l'a dit Claire, on va passer maintenant à la session networking. Donc, vous allez pouvoir retrouver chaque speaker. Chaque speaker va se mettre sur une des tables pendant 10 minutes maximum. Vous allez pouvoir continuer à poser vos petites questions de façon un peu plus informelle. Et pour les autres, je vais lancer aussi une session de networking aléatoire pour que vous puissiez rencontrer tous les participants aléatoirement pendant 15 minutes. Et après, on va tous aller manger parce que je pense qu'on a tous très faim. Merci beaucoup à tout le monde. Merci beaucoup Claire. Merci beaucoup à Joséphine, à Marie et à Thibaut. C'était vraiment très, très cool. Merci beaucoup. On passe en session networking. À tout de suite. Wow. J'ai l'impression que je vais être catapultée dans un espace spatio-temporel.